Ce 11 mars 2011, à Tokyo, le ciel est serein, l'après-midi paisible. Les 35 millions d'habitants de la mégapole s'apprêtent à vivre l'un des jours les plus dramatiques de leur histoire. Philippe Faure est au premier étage de l'ambassade de France. Je préparais un discours pour le lundi qui suivait, et d'un seul coup, il y a eu une formidable secousse, mais violente. Ce tremblement de terre est le plus violent jamais enregistré au Japon. Il atteint la magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter. Sous l'effet du séisme, les gratte-ciel se balancent de gauche à droite. Dans les minutes qui suivent, l'ambassadeur ordonne la transformation de la plus grande salle du bâtiment en cellule de crise. Notre premier souci a été de se dire, est-ce qu'il y a des Français concernés? Est-ce qu'il y a des immeubles qui se sont effondrés? Le personnel de l'ambassade doit contacter au plus vite les 9000 Français qui vivent au Japon. À cet instant, ils ignorent que ce séisme va les propulser au cœur d'une bataille diplomatique et industrielle cruciale pour la France. Quelques minutes plus tard, une nouvelle secousse frappe l'archipel. Cette réplique est encore plus violemment ressentie au nord de l'île. À moins de 160 km de l'épicentre du séisme, se trouve l'un des sites les plus sensibles du Japon. La centrale de Fukushima Daiichi et ses 6 réacteurs nucléaires, gérés par l'entreprise privée TEPCO. Construite en front de mer, c'est l'une des plus importantes centrales du pays. La terre n'en finit pas de trembler. Une réplique toutes les 7 minutes. Cet ancien cadre, encore traumatisé aujourd'hui, préfère garder l'anonymat. Mes employés travaillaient en hauteur sur des échafaudages. J'avais peur qu'ils soient tombés ou qu'ils soient enfermés dans le réacteur. Autour de moi, tout le monde poussait des cris, surtout les femmes. Comme après chaque séisme, la majorité des 6000 employés du site est évacuée par mesure de précaution. Les 150 plus hauts cadres de la centrale ont ordre de se rendre immédiatement dans un bâtiment antisismique où se trouve le poste de commandement. Ils constatent que les pylônes électriques ont été détruits. Les générateurs de secours prennent automatiquement le relais. 10 minutes après le début du séisme sur les chaînes de télévision, une alerte tsunami est lancée. Personne n'imagine la violence du raz-de-marée qui approche. Au large des côtes, une vague de 15 mètres de haut se forme. Provoquée par le séisme, elle fonce tout droit sur la côte japonaise, à la vitesse de plus de 500 km/h. Le tsunami s'abat sur 600 km de littoral et s'engouffre jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres.
1 heure après la première secousse, la déferlante frappe la centrale de Fukushima. Un mur de 5 mètres a été prévu pour la protéger. Mais la vague 3 fois plus haute passe par-dessus et envahit le site. L'eau inonde les sous-sols où se trouvent les générateurs de secours. Ils sont immédiatement noyés. Les réacteurs n'ont plus aucune source d'électricité. Leur système de refroidissement s'arrête automatiquement. Commence alors un terrible compte à rebours. À l'intérieur, l'uranium chauffe intensément. L'eau dans laquelle il est plongé commence à s'évaporer et la température a monté. Si rien n'est fait, dans 4 heures, le cœur du réacteur va entrer en fusion et menacer d'exploser, comme à Tchernobyl. Dans la cellule de crise de la centrale, le directeur Masao Yoshida est démuni face à la perte totale de l'électricité. Cet ingénieur est mort en 2013 à l'âge de 58 ans. Il a témoigné à huis clos devant une commission d'enquête gouvernementale. Ceci est la retranscription précise de son audition. Nous sommes tous tellement terrassés que nous sommes sans voix. Je ne voyais pas moi-même l'ombre d'une solution. Il n'y avait pas de doute. Nous étions face à une catastrophe. Masao Yoshida attend alors des directives de sa hiérarchie. Il communique par visioconférence avec le siège du groupe, basé à Tokyo. Dans cette autre cellule de crise, TEPCO a réuni une centaine de ses plus hauts cadres. Parmi ces ingénieurs, aucun n'a de solution. Comme le reconnaît aujourd'hui un des porte-parole de l'entreprise. Nous n'avions jamais imaginé qu'un tel accident puisse arriver. À partir des statistiques, nous avions calculé que le tsunami ne devait pas dépasser 5 mètres. Nos prévisions étaient dépassées. Alors que personne n'est encore informé au Japon, à 9500 km de là, près de Paris, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est prévenu par une source interne à TEPCO de la situation à Fukushima. Chargé d'évaluer les risques pour la population, l'IRSN active son centre de crise. Olivier Isnard est l'un des premiers experts mobilisés. Dès qu'on apprend que sur Fukushima Daiichi, ils n'ont plus du tout de source extérieure électrique, on sent que ça peut être quelque chose de grave. Alors ensuite, sur le réacteur numéro 4. Ici, on a des équipes qui sont entraînées à démarrer ce centre de crise en moins d'1 heure. Le métier dans un centre de crise comme le nôtre, c'est justement d'anticiper les situations un peu extrêmes. Les experts de l'IRSN connaissent bien le Japon. C'est le jumeau nucléaire de la France avec ses 17 centrales, presque autant que sur notre territoire. Pour anticiper l'évolution de l'accident, 40 ingénieurs sont mobilisés, des traducteurs recrutés. Donc à ce moment-là, personne au Japon ne sait encore qu'il y a un incident, mais en France, on a déjà 40 ingénieurs sur le pont. Pourquoi si vite? Parce qu'il faut anticiper l'arrivée d'un éventuel nuage radioactif sur la France. Il faut avoir en tête un traumatisme, celui de Tchernobyl. En 1986, un nuage radioactif se répand sur toute l'Europe. Les autorités n'ont pas les moyens techniques pour mesurer les retombées, donner des consignes aux Français. Peut-on manger des fruits et des légumes? Faut-il se calfeutrer? C'est pour éviter ce type de ratage qu'on a créé cet institut. Et du coup, la France, tout au long de cette crise, elle sera au premier rang. Oui, nous sommes très en avance. Il faut savoir que le monde du nucléaire est un tout petit milieu. Donc l'IRSN a ses entrées même au Japon. Sauf que ça va être très compliqué. Le Japon, c'est loin. Il y a des vents qu'il faut analyser à 10 000 km de là. Et surtout, les Japonais ne communiquent pas.
Il y a une situation de chaos, certes, mais à ce moment-là, très peu d'informations arrivent jusqu'à nous. Elles sont écrites en japonais, donc pour l'IRSN, ça va être très très compliqué d'anticiper. 6 heures après le tsunami, dans la salle des commandes, les 24 opérateurs scrutent l'état du réacteur numéro 1. Ils pensent que la situation est stable, mais ils ignorent que, faute d'électricité, leurs instruments de mesure sont déréglés. Dans les couloirs du réacteur, 2 techniciens inspectent l'installation pour lister les dégâts du tsunami. Lorsque l'alarme de leur dosimètre se met tout à coup à sonner. La radioactivité est très supérieure à la normale. Masao Yoshida, le directeur de la centrale, comprend que le réacteur n'est plus sous contrôle. Je commence à me dire qu'il se passe quelque chose de bizarre. Pour moi, il y avait de grands risques pour qu'on ait atteint le stade de la fusion du cœur. Dans le réacteur, la fusion a commencé. Dans la cuve, les 6 mètres d'eau censés refroidir le combustible se sont totalement évaporés. La température atteint 2800 degrés, plus de 2 fois la température de la lave. L'uranium fond et se transforme en magma qui libère des gaz radioactifs. Dans la salle des commandes, à quelques mètres du réacteur en fusion, la radioactivité atteint un niveau dangereux pour la santé des opérateurs. Ils mettent leurs combinaisons et leurs masques anti-radiation. L'heure est grave. Ils ont peur de ne pas s'en sortir vivants si le réacteur explose. Pour témoigner de ce qu'ils endurent, ils se prennent en photo. À Tokyo, au Kantei, le siège du gouvernement japonais, le Premier ministre a revêtu son uniforme de crise, comme l'exige le protocole. Il gère le désastre du tsunami depuis une salle bunkerisée, secrète, installée dans les sous-sols du bâtiment. Le pays est dans le chaos. La vague a fait près de 19 000 morts et 310 000 sinistrés. Le Premier ministre Naoto Kan est mobilisé sur cette catastrophe naturelle, la plus meurtrière de l'histoire du Japon, quand il apprend les difficultés de la centrale de Fukushima. Le séisme et le tsunami, ce sont des désastres que nous connaissons au Japon et que nous savons gérer. En revanche, l'accident nucléaire, c'est du jamais vu. Autour de lui, Naoto Kan réunit les plus grands experts en nucléaire du pays. Mais ces scientifiques sont désemparés. Son plus proche conseiller, Kenichi Shimomura, assiste atterré à leur désarroi. Au Japon, on a toujours cru qu'un accident nucléaire était impossible. Du coup, les scientifiques étaient démunis. Quand le Premier ministre demandait ce qu'il fallait faire, il ne savait pas répondre. Scientifique de formation, le Premier ministre comprend qu'il faut vite rétablir l'électricité pour refroidir les réacteurs nucléaires et sauver Fukushima. Pour aider TEPCO, il organise lui-même l'envoi d'un camion électrogène. On a dessiné une carte des centrales nucléaires autour de Fukushima pour savoir d'où on pouvait faire partir les groupes électrogènes. C'était difficile car les routes étaient endommagées. Des camions partaient, mais ils ne parvenaient pas à atteindre la centrale. À minuit, Naoto Kan reçoit un appel de TEPCO. Un groupe électrogène a réussi à accéder à la centrale.
Nous étions très soulagés avec mon équipe. Mais juste après, TEPCO nous a annoncé que les techniciens n'avaient pas les bons câbles. Ils n'ont pas pu connecter le camion électrogène qui devait servir à refroidir le réacteur. À ce moment-là, j'ai vraiment été dépité. Comment expliquer que le Japon, terre de nucléaire depuis très longtemps, semble aussi démuni? Oui, c'est totalement surprenant. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, c'est ce rapport, un rapport qui a été fait par les parlementaires japonais. Et ils expliquent quelque chose de très très étonnant, c'est leur première conclusion. Ils expliquent que Fukushima est une catastrophe d'origine humaine. Humaine? Oui, mais humaine. Un tsunami quand même d'une ampleur exceptionnelle. Oui, mais il y a aussi une série d'erreurs, une série d'improvisations que liste ce rapport. Un manque de préparation des opérateurs, un manque de préparation aussi du gouvernement. Et un symbole dans tout ça, c'est le mur. Le mur de protection qui aurait dû empêcher la centrale d'être submergée et qui a été complètement débordée par la vague. Tout à fait. 3 ans avant cet accident, il y avait des rapports qui expliquaient qu'une vague de 10 mètres pouvait frapper la centrale de Fukushima. Le mur faisait 5 mètres et quelques. Exactement. Et normalement, il aurait dû être rehaussé pour au moins se protéger contre cette vague. TEPCO, opérateur privé, n'a pas jugé nécessaire ni urgent de faire ces travaux. Mais les régulateurs, le gouvernement, n'ont pas obligé TEPCO à rehausser ce mur? Et ils auraient dû le faire. Ils auraient dû le faire pour assurer la sûreté du nucléaire au Japon. 8 heures après le tsunami, à l'intérieur du réacteur numéro 1, le cœur en uranium continue de fondre, libérant des gaz radioactifs. La pression augmente comme dans une cocotte minute. Pour éviter une explosion, il faut évacuer les gaz de toute urgence en ouvrant des vannes. En temps normal, cette opération se pilote à distance depuis la salle des commandes. Sans électricité, il faut aller les ouvrir manuellement. Mais les techniciens présents ce jour-là n'ont jamais réalisé cette manœuvre. Ils ne savent même pas où se situent les vannes. Dans le bâtiment antisismique, une équipe est envoyée à la recherche des plans de la centrale. Au milieu du désordre provoqué par le tremblement de terre, ils vont mettre plus de 2 heures à retrouver les documents pour finalement localiser les vannes. À Tokyo, au siège du gouvernement, le Premier ministre est hors de lui. L'évacuation des gaz aurait dû avoir lieu 4 heures plus tôt. Il redoute un scénario à la Tchernobyl. Depuis le début de la crise, Naoto Kan n'a jamais pu parler avec le directeur de la centrale, Masao Yoshida. Pour obtenir des informations, il doit passer par les hauts dirigeants de TEPCO, basés à Tokyo. Ce sont ses seuls interlocuteurs. J'ai demandé au vice-président de TEPCO qui était à Tokyo pourquoi il ne procédait pas à la libération des gaz. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. Naoto Kan a le sentiment que TEPCO lui cache des informations. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à Fukushima. À 6 heures du matin, il décolle du toit du Kantei. Un voyage à haut risque auquel participe Kenichi Shimomura. Dans l'hélicoptère, on savait tous que ce déplacement était très risqué. Les gaz du réacteur n'avaient toujours pas été libérés. La pression continuait d'augmenter. Le réacteur pouvait exploser au moment où on allait le survoler. De l'hélicoptère, j'ai réalisé les dégâts du tsunami. On ne voyait plus la frontière entre la terre et la mer. J'ai ressenti un énorme chagrin. Mais je devais aussi me concentrer sur le problème de la centrale. À 7 heures du matin,
le Premier ministre atterrit sur un terrain de sport. Il rejoint le bâtiment antisismique où la majorité des travailleurs de TEPCO a trouvé refuge. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai été choqué. Il y avait des gens étendus par terre sous des couvertures. En fait, c'étaient des techniciens de la centrale. Ils étaient exténués car ils avaient travaillé toute la nuit sans dormir. Ça me faisait penser vraiment au couloir d'un hôpital sur un champ de bataille. Naoto Kan fonce tout droit sur Masao Yoshida, le directeur de la centrale, et le martèle de questions. C'est la première fois que les deux hommes se confrontent. Il m'a demandé d'un ton sévère ce qu'il en était. Je me demande jusqu'à quel point il pensait que nous faisions volontairement traîner les choses, alors que nous faisions tout notre possible. Masao Yoshida ne se laisse pas intimider. Le Premier ministre trouve enfin un interlocuteur à sa hauteur. Yoshida est quelqu'un de clair et de direct, ce qui est rare chez TEPCO. Il m'a expliqué que l'accès aux vannes était compliqué et dangereux à cause de la radioactivité, mais qu'il allait constituer une équipe prête à affronter ce danger. Après le départ du Premier ministre, Masao Yoshida prépare l'évacuation des gaz pour éviter l'explosion du réacteur. Grâce au plan de la centrale, il sait désormais où envoyer ses hommes. 2 opérateurs se portent volontaires pour se rendre dans la zone irradiée. Ils n'ont que 17 minutes pour ouvrir les vannes. Au-delà de ce délai, ils seraient exposés à une dose de radioactivité cancérigène. Il leur faut déjà 7 minutes pour parcourir les 300 mètres qui les séparent du réacteur. Quand ils entrent dans le bâtiment, il ne leur reste que 10 minutes pour se frayer un chemin à travers les décombres déposés par le tsunami. Plus ils se rapprochent, plus la radioactivité augmente. Ils sont à quelques mètres de la vanne, mais leur délai est écoulé. Ils renoncent. Quatre heures plus tard, une autre équipe est missionnée. Elle emprunte un autre accès plus dégagé et réussit enfin à atteindre la vanne. Les opérateurs auront mis plus de 12 heures au total pour libérer les gaz qui s'accumulent dans le réacteur. Aussitôt, un nuage radioactif se répand dans l'atmosphère. Ce sont les premiers rejets de la centrale de Fukushima. Respirer une forte dose de ces particules peut provoquer des cancers. Pour protéger la population, le gouvernement ordonne l'évacuation des 10 km alentours. « 60 000 Japonais quittent leur maison sur le champ, abandonnant tout derrière eux. Ils se réfugient dans des gymnases dans lesquels ils passeront des semaines, voire des mois. La plupart ne reviendront jamais chez eux. À l'exception des environs de la centrale, 18 heures après le tsunami, le reste du pays ignore les problèmes de Fukushima. Mais par un pur hasard, les Français de Tokyo vont être parmi les premiers informés. L'alerte est donnée par 8 salariés de l'entreprise française Areva.
Ces ingénieurs du nucléaire travaillaient dans la centrale au moment du tsunami. Ils ont quitté le Japon par le premier vol, avec l'aval de leur hiérarchie. Ce départ précipité sème la panique dans le quartier des expatriés, au nord de Tokyo. Dans cet immeuble vivent les plus hauts cadres des grandes entreprises françaises. François Gurnicki dirige la filiale d'une société du CAC 40. C'est en sonnant chez son voisin de palier qu'il apprend la nouvelle. Il me fait rentrer, mais il est au téléphone. Il a l'air assez préoccupé. Et lorsqu'il raccroche, il me dit « Bon, écoute, je viens d'apprendre que les employés d'Areva qui étaient dans la centrale ont fui et qu'ils ont dit que les Japonais avaient perdu le contrôle de la centrale. » Voilà. Et là, l'angoisse monte. Voilà. J'ai tout de suite pensé à Tchernobyl. On a tous pensé à Tchernobyl. Avec sa femme, il guette la moindre information à la télévision. On regardait les médias NHK, les médias japonais, et rien sur la centrale nucléaire, rien du tout. François Gurnicki doit décider seul de l'évacuation de ses salariés. S'il quitte le Japon, son entreprise pourrait perdre plusieurs millions d'euros de contrats. Je suis tiraillé en fait entre le souci de mettre les gens à l'abri, ma famille, mais aussi mes collaborateurs, la famille de mes collaborateurs, et le fait de crier au loup trop tôt en fait, ou à tort, parce que finalement je n'en sais rien. Dans la centrale, le cœur du réacteur numéro 1 continue de chauffer. Son système de refroidissement est arrêté depuis près de 24 heures. Pour stopper la fusion, il faut coûte que coûte injecter de l'eau à l'intérieur de la cuve. Des dizaines de pompiers sont alors appelés en renfort. Ils arrivent de tout le pays. Parmi eux, Yoshiro Abe, 68 ans, qui vit à 400 km de Fukushima. J'ai trouvé que c'était normal d'intervenir. C'était mon rôle, ma vocation. Avec ses deux coéquipiers, Yoshiro Abe doit acheminer de l'eau de mer jusqu'au réacteur. Il raccorde des centaines de mètres de tuyaux qu'il déroule au milieu des débris du tsunami. L'eau commence à pénétrer dans la cuve quand une alarme se déclenche. À ce moment-là, le détecteur de radioactivité d'un membre de l'équipe a sonné. Alors nous nous sommes dit, l'endroit est dangereux, il faut se retirer. L'équipe de Yoshiro Abe regagne le centre antisismique. 16 minutes plus tard, à 15h36, le bâtiment du réacteur 1 explose. D'un coup, ça a été la stupeur. Tout le monde était étonné, perplexe. On regardait dehors. Dans la salle de crise, c'est la consternation. Le directeur de la centrale est abattu. On allait enfin pouvoir refroidir. Nous commencions à avoir une lueur d'espoir et puis, boum, cet espoir a volé en éclats. Ce qui me faisait le plus peur, c'est évidemment que l'enceinte qui entoure la cuve du réacteur est explosée. En réalité, c'est uniquement le toit du bâtiment qui vient d'être soufflé. Le combustible est toujours enfermé à l'intérieur de la cuve et de l'enceinte de confinement. Avec la chaleur intense, les joints ont fondu et le réacteur n'est plus étanche. Des gaz se sont échappés et se sont accumulés dans le haut du bâtiment jusqu'à exploser. À Tokyo,
le Premier ministre a repris son poste dans la cellule de crise du Cantet. Il n'est pas informé de cette explosion. Ses conseillers se montrent même rassurants. Les 3 experts nous répétaient une seule et même chose. Il n'y aura pas d'explosion. 1 heure plus tard, l'explosion du réacteur passe à la télévision. Là, un des 3 experts, M. Madarame, s'est recroquevillé comme ça. Il est resté 30 secondes dans cette position. Cela faisait 1 heure que l'explosion avait eu lieu. Et TEPCO ne m'avait toujours pas prévenu. Il ne voulait pas montrer la confusion qui régnait. Il voulait éviter de prendre toute la responsabilité de l'accident. Le porte-parole de TEPCO reconnaît aujourd'hui les ratés de communication. Les échanges d'informations avec le gouvernement ont été très difficiles. Chez nous, il y avait trop de désorganisation. Cela retardait toutes les prises de décision. Cet après-midi-là, les images de l'explosion sont diffusées sur toutes les télévisions du pays. C'est la première fois que la population japonaise apprend ce qu'il se passe à Fukushima. Alors que la peur gagne le monde, la France va se mobiliser pour défendre ses propres intérêts. À ce stade, il est un peu trop tôt quand même pour avoir un avis sur cette question. Ce qui est clair, c'est que tout accident dans une centrale nucléaire, qu'il se passe à Fukushima ou ailleurs, est une catastrophe pour l'industrie du nucléaire. Parce qu'il y a des précédents. Il faut avoir en tête ce qui s'était passé avec Tchernobyl. On est en 1986, on entre alors pendant 20 ans dans ce qu'on a appelé l'hiver nucléaire. 20 ans sans commande, ou presque. Et puis, petit à petit, les choses repartent. La Chine est en train de s'équiper avec des réacteurs, 16 réacteurs à elle toute seule. L'Inde suit. Et ça, pour la France, c'est capital. La France est le pays du nucléaire. La France est aussi d'énormes champions, comme EDF, qui fait la majorité de ses bénéfices à l'étranger. Et l'autre champion, c'est Areva. À l'époque, c'est le leader mondial dans le secteur. Et est-ce qu'on va sentir immédiatement des effets de Fukushima dans les jours qui suivent? L'effet est immédiat, c'est-à-dire que dans les 24 heures qui suivent, le cours en bourse d'EDF et le cours en bourse d'Areva va chuter. Et très vite après, le prix de l'uranium va baisser. Et pourquoi c'est si important, le prix de l'uranium? L'uranium, c'est le cœur des affaires d'Areva, c'est-à-dire qu'Areva est le 2e producteur mondial d'uranium. Donc forcément, une chute du prix de l'uranium, c'est une chute de son chiffre d'affaires. Pendant ce temps-là, la centrale de Fukushima continue de polluer l'environnement. Aujourd'hui encore, chaque jour, des centaines de travailleurs raclent le sol irradié. Plus de 2 millions de sacs de terre radioactive attendent d'être traités. Dans un rayon de 30 km, les villages sont toujours inhabitables. Les 210 000 Japonais évacués doivent régulièrement être examinés pour détecter d'éventuels cancers. Six ans après, seule l'Allemagne a renoncé au nucléaire. L'industrie de l'atome s'est relancée. 68 nouveaux réacteurs sont en construction. Le Japon lui-même en a rouvert 3. A-t-on vraiment tiré toutes les leçons de la catastrophe de Fukushima?